0 à 1, il y a un truc, c'est le produit, quoi. Faut que ton produit soit hyper innovant pour que ce soit un peu plus facile. Et c'est les mains dans le cambouis à fond, quoi. Donc, moi, j'étais sur le terrain de 0 à 1 tous les jours. J'étais le premier sales d'Aircall et le premier. Moi, le premier sales, quoi. Et donc, j'allais jusqu'à 10 000 de MRR tout seul. Et après, de 10 à 60 000, j'étais à 84 000, du coup, 83 333 pour le million d'ARR. On est sur le terrain, je suis avec les équipes, on forme les équipes. Là, on était assez global à ce moment-là. Donc, tu avais les accounts exécutifs, donc les commerciaux, qui font de la chasse, close. Et après, passer au customer success, on l'a créé assez tôt, ça. Et le secret, en fait, c'est juste de choisir tes clients, de pas trop gros, qui sont dans ton ideal customer profile, et de bourriner sur la partie commerciale. Ça veut dire cold calling, ça veut dire emailing, personnalisé. Un truc chez nous, c'est la personnalisation des emails. Oubliez les tools d'automatisation tout le temps, où on automatise tout. C'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, on a toujours été un des premiers utilisateurs. Mais il faut personnaliser chaque mail. Et donc nous, chaque mail, même si c'est un mail automatique, il va être personnalisé à quelque chose. Ouais, dans cette entreprise, vous avez fait telle ou telle chose, on en parle. Ou sur votre site internet, il y a telle ou telle chose. On a remarqué que vous aviez un téléphone portable sur votre site internet, ou on a remarqué que vous aviez un téléphone français, mais que vous aviez aussi la traduction du site en anglais. Donc en fait, vous avez sûrement aussi des clients anglais. Donc les clients anglais doivent appeler sur un téléphone français. Tu vois, personnaliser chaque interaction pour avoir un maximum de réponses. 1. 2. Satisfaire les clients. Rendre l'expérience unique sur votre produit. Donc sur le produit, donc d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue humain. Passer du temps avec les clients. Pour que eux parlent de vous. Pour que les clients se disent c'est dingue Aircall. Et en fait, aujourd'hui, Aircall, on a réussi grâce à nos clients. Parce que nos clients nous recommandaient, quoi. La téléphonie d'entreprise, aujourd'hui, c'est Aircall. C'est comme ça. Tu vois. On a essayé de créer un peu un... Ouais, avant, on n'est pas un des leaders aujourd'hui d'ailleurs. Les leaders, on sera leader quand on sera plutôt autour d'1 milliard d'ARR, voire 2-3 milliards. Mais dans notre niche, on essayait de devenir un leader. Tu vois, une niche des petites startups, des petites entreprises, des petites PME, même des auto-entrepreneurs. On a tout fait. Et à force de marteler et de montrer aussi que notre produit est unique, à un moment, ça fonctionne. Et donc ça, c'est de 0 à 1. Donc c'est outbound à fond. Il y a de l'inbound, mais qui se crée par le bouche à oreille. Être présent dans les événements, etc. Mais tu vois, avec rien. Hein. Ouais, je me souviens, le premier événement, on avait un boost gratuit qui nous avait été offert. Et je te jure, on faisait le tour avec mes premiers sales. On faisait le tour de chaque exposant, de chaque mec qui rentrait et était là. On faisait des trucs. Aircall, il fallait qu'on en parle, quoi. Et en fait, à un moment, ça marche, quoi. Et d'ailleurs, je vais résumer tout ça en une phrase, en anglais, pardon. C'est do things that don't scale. Les startups, on aime trop dire il faut que ça scale, il faut que ça scale. Non, 0 à 1, il faut pas que ça scale. 0 à 1, c'est de l'artisanat. Tu vois. Je suis coupable. Non, mais est-ce que Rolex, ils veulent que ça scale leur montre? Non. C'est de l'artisanat. On fait du sur-mesure. Avec tous les défauts que ça a. Mais par définition, il ne faut pas que ça scale. Donc ça ne va pas scaler. C'est bien de 0 à 1 million. Après, 1 à 10, c'est là où tu commences à mettre un peu des process, quoi. Donc là, on a commencé à créer la fonction BDR. La fonction Account Executive existait déjà. On a créé la fonction CIT, donc que je disais Customer Intelligence, qui sont en charge de trouver de faire la recherche pour que le BDR puisse se concentrer sur la chasse. Donc, pour résumer cette époque en une phrase, ce serait, tu vois, le Fordisme. Sales Fordisme. C'est une personne, un job ultra précis. Pourquoi Fordisme? Peut-être que je dois rappeler qui est Ford, qui a été le premier à créer des voitures construites à la chaîne. Et pourquoi à la chaîne? Parce que donc, tu spécialises chaque étape. Chaque étape, il y avait une personne qui la faisait parfaitement. Donc, je te prends un exemple bête, mais je sais pas, mon téléphone, si aujourd'hui je le jette comme ça,
Mais si je sais pas combien de fois je peux le faire tourner, voilà, bah, tu vois, j'y arrive pas. Si je le fais 1000 fois, 100 000 fois, à un moment, je peux te le faire tourner mieux que personne dans le monde, quoi. Et donc, c'est un peu le principe du Fordisme. C'est ce qu'a créé Ford à l'époque, en 1900. Et donc, le sales Fordisme, c'est ça. C'est donner un job précis à chaque équipier pour qu'il soit le meilleur dedans. Et donc, tu découpes la vente en plusieurs étapes pour que chacun soit focus sur une étape. Et là, t'actives les channels, quoi. T'actives plusieurs channels. Donc, nous, on avait la outbound et l'inbound à ce moment-là. Et à ce moment-là, on crée un nouveau channel autour de 1,5 million, 2 millions d'ARR, qui est le partenariat. Et donc, vu qu'on s'intègre à toutes les intégrations, bah, on crée l'équipe partenariat qui est parler avec nos partenaires, trouver des revendeurs, trouver des intégrateurs de solutions et qui commence à nous revendre. Donc, on crée notre 3e channel et là, 1 à 10 millions d'ARR, ça se passe en à peine 2 ans. C'est la vraie phase de hyper-croissance où c'est le feu, quoi. Et là, tu as spécialisé. Tu commences fin des 10 millions, au milieu des 10 millions, enfin avant les 10 millions, un petit peu avant, tu as un truc qui se crée, qui est nouveau, qui est le middle management. C'est la première fois que tu le fais. Et là, c'est particulier parce que tu avais des niveaux, et là, middle management, et là, c'est cool, quoi, parce que tu vois tes premiers employés qui deviennent des managers, des directors, etc. etc. Et Donc, toi, comment tu l'as mis en place? C'est des gens que tu as fait évoluer en interne? ouais, T'as pas moi pris j'ai l'externe? adoré faire évoluer en interne. Nous, on a adoré faire évoluer en interne. Et c'était pas parce que c'était les premiers employés, quoi. Il faut pas croire que les premiers employés, ils ont du pain béni entre les mains. Au contraire. Mais ils étaient tellement forts, tellement smart, tellement bosseurs, que voilà, c'est les premiers, ils sont montés. Et aujourd'hui, un de mes premiers, qui est encore chez moi, 2 même, c'est mes 2 vice-présidents, quoi. Un côté sales, une côté customer success. Et c'est incroyable, quoi, de les avoir vus évoluer. Et aujourd'hui, c'est des jeunes trentenaires, très jeunes trentenaires, qui aujourd'hui ont près de 100 personnes sous eux, quoi, pour certains, quoi. C'est délirant. Et donc, bon, en tout cas, ils étaient là aux 10 millions, de 1 à 10. Et après, bon, t'as le 10 à 100 qui est là. Alors, la cavalerie qui devait venir, elle est venue, puis elle est repartie, j'ai l'impression, parfois. En fait, ta cavalerie, elle est déjà là, quoi. Évidemment, t'embauches des nouveaux gens qui apportent quelque chose de nouveau, et c'est incroyable. Mais en fait, nous, on avait l'image de la cavalerie de personnes qui viennent, qui font notre job, quoi, en fait. Et en fait, non. En fait, il y a des nouveaux jobs qui se créent. Et voilà, on a notre VP marketing qui arrive, qui change vraiment la trajectoire de la boîte, qui est un mec brillantissime, qui change vraiment littéralement la trajectoire de la boîte à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il la change? Parce qu'il est fort, il met en place le marketing et il en fait une machine de guerre. Je crois qu'il arrive, on fait 4-5 millions d'ARR, un truc comme ça. Et la cavalerie, en fait, oui, c'est eux, c'est tous ces nouveaux hires qui arrivent, c'est tous ces nouveaux employés, c'est tous ces nouveaux, on va dire, managers, slash même directeurs qui arrivent et qui changent un peu la trajectoire de la boîte. Mais en fait, tu te dis à 10 millions, tu sais, quand tu entends la cavalerie is coming, c'est genre, 10 millions tranquille, quoi. Non, en fait, le 10 à 100, c'est la période qui est très très difficile. Parce que c'est une période que, si tu l'as jamais vécue, qui est choquante. Où tu passes de être 40, 50 personnes à être Comment est-ce que tu l'as vécu, 700, toi, quoi. qui justement était... C'est difficile. Donc déjà, tu te dis, en fait, c'est plus ta boîte, c'est cool. C'est plus ta boîte, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est la boîte de tout le monde. Boîte, okay. Non, mais tu vois, il faut accepter que maintenant, c'est une entreprise. C'est plus une start-up, quoi. Et il faut accepter que, oui, on garde cet esprit hyper croissance, mais il faut accepter que maintenant, il va falloir que 800 personnes soient contents. C'est différent. Tu as 40 personnes, c'est une famille. 50 personnes, ça, c'est une famille. C'est les founders, tu vois. Après, il faut accepter que qu'il faut rendre heureux 800 personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et c'est cool. Et donc, tu mets du... tu t'occupais encore du revenu à ce moment-là? Du Parce que, en fait, à un moment donné, le job qu'on voyait
quand tu faisais des publications, quand tu faisais des trucs, c'était CEO. À un moment donné, Ouais, pendant c'était longtemps, j'étais justement. CEO parce que j'étais global revenu et à un moment, on a mis quelqu'un aux US. Bah, tu vois, et là, ça a été mon changement de job. C'est de dire, en fait, les US, c'est bon, je fais plus. C'est plus John. Maintenant, c'est une nouvelle personne qui va être la directrice North America. Parce qu'il faut arrêter. Une boîte peut pas reposer sur ses fondateurs. Elle repose pas d'ailleurs sur ses fondateurs. Et elle repose sur des équipes, sur les gens que tu recrutes et qui vont apporter de l'expérience. C'est hyper important l'expérience. Et donc à un moment, c'est super intéressant. C'est une nouvelle étape qui est pas moins drôle, qui est juste différente, mais qui est aussi grisante. Et moi, ce que je trouve sympa, c'est de dire, tu as des gens qui viennent, qui vont t'apprendre des choses. Et toi, tu continues à apprendre tous les jours. C'est dingue de te dire tous les jours tu peux apprendre quelque chose de quelqu'un. Et la étape 10 à 100 millions, elle est un peu longue, puisqu'elle te prend 4 années quand même. Dans 10, 20, 20, 40, ouais, c'est ça, à peu près 4 ans. Qui est l'étape de la maturité, j'appelle ça. J'adore, je donne des noms comme ça. Mais qui est l'étape de la maturité où en fait, tu te structures. Tu vois, le tracteur là, tu le structures quoi. Là, c'est plus le petit tracteur, tu vois, où tu t'assois dessus tout seul. C'est le tracteur qui tracte, genre, beaucoup de monde, quoi. Et là, c'est fou de te dire à un moment, bah, en fait, tu prends des gens meilleurs que toi. Nous, ça a toujours été notre motto avec Olivier, c'est on veut que chaque personne qu'on recrute, elle soit meilleure que nous. Tu vois, c'est de dire, si le mec est meilleur que nous, la personne est meilleure que nous, c'est que c'est la bonne personne. Comment est-ce que tu les trouves, ces personnes meilleures que toi? Je sais pas. C'est le miracle. C'est de la chance. C'est essayer de passer des messages comme ça et de dire on veut les meilleurs autour de nous, on veut s'entourer des meilleurs. Je veux que chaque personne qui arrive chez Aircall soit meilleure que moi dans son domaine, tu vois. Et en fait, à un moment, bah, t'arrives à 100 millions, et puis 100 millions, je peux te dire que c'est beaucoup. Quand t'arrives, tu crois même pas, toi. Et en fait, tu vois, c'est marrant, j'ai employé le mot maturité. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est même pas vrai, en fait. C'est l'adolescence. On vient de sortir de l'adolescence. On vient de sortir de l'adolescence. Donc là, en fait, on a fait plein de choses. C'est très sérieux, c'est cool, mais c'est l'adolescence d'Aircall qui est finie. Et maintenant, on rentre dans le monde des 100 à 1 milliard, qui va être la maturité maintenant de la boîte. Et qui, ça va être incroyable, quoi. Parce que là, il va y avoir sûrement, on va faire de la croissance externe. Donc, ouais, je vais encore faire des choses que je n'ai jamais fait, tu vois, qui est incroyable, racheter des boîtes. On va s'introduire en bourse. Introduire en bourse, moi. Tu vois, il y a des nouvelles étapes là qui s'ouvrent. Et je l'ai réalisé quand on était pendant notre off-site là, en Espagne. J'ai réalisé qu'en fait, c'était tellement une nouvelle aventure là qui allait commencer. Et que cette aventure, elle est tellement incroyable. Pour nous, pour moi, pour même chaque personne des équipes, parce que c'est ce que j'essaye de leur expliquer. C'est que les gars, il va se passer quelque chose de fou là. On rentre dans une nouvelle ère qui est l'ère d'une entreprise qui va devenir publique. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de communiquer sur les 100 millions d'RR qu'on avait passé déjà depuis quelques temps. Vous êtes à 130 là. Je peux pas communiquer de nouveaux chiffres du coup, parce qu'en plus je sais pas quand tu vas le publier, mais en tout cas on est à plus de 100 millions. Les 500 euros. Et en fait, et l'étape d'après, ouais, c'est 1 milliard et il va y avoir des milliers d'opportunités qui vont s'ouvrir, quoi. Des centaines d'opportunités. Et on va devenir une boîte publique. Et c'est pour ça aussi, voilà, je revenais à ça, c'est le côté public. C'est pour ça qu'on a décidé de publier notre ARR. On parle tout le temps de Valo, de licorne et tout. Moi, j'en ai ras-le-bol de parler de licorne. On s'en fout des licornes. Ça veut rien dire, en fait. C'est une valorisation à un moment T, à un investisseur qui parie sur un futur et qui pose une valo. Ce qui compte, en fait, c'est ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, les marchés publics regardent que les chiffres d'affaires. Et donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on sorte de ce monde un peu... Finalement, le monde des licornes, c'est aussi le monde un peu imaginaire. C'est un animal imaginaire. Et on s'est dit, bah, la licorne, avec le nouveau monde, qui est, 1, le passage des 100 millions, 2, la crise,
rentre dans une crise mondiale, une crise où maintenant ce qu'attendent les marchés, c'est du revenu et pas nécessairement que de la croissance. Donc ils veulent des revenus, de la croissance, mais aussi des profits. Donc c'est un nouveau monde et on s'est dit, en fait, on va communiquer maintenant sur notre chiffre d'affaires et on se prépare pour être public, quoi. La next step, c'est public, quoi. 2-3 ans. Et donc, on va faire du reporting international, tu vois. Et ça a été super bien pris en interne, les gens étaient hyper contents, surtout que tout le monde avait déjà le chiffre d'affaires et que c'était le secret de Polichinelle qu'on gardait chez Aircall depuis des années, vers l'extérieur en tout cas. Et le publier, ça nous a permis aussi de dire à nos clients, vous avez fait confiance aux bonnes personnes, vous avez fait confiance à la bonne entreprise, on est en bonne santé, on continue à croître et l'avenir est devant nous, quoi, en fait, quoi. Et on va publier nos chiffres d'affaires, ce qu'on veut faire dans les années à venir, etc., etc. On va continuer régulièrement à publier. Par souci de transparence, on a toujours voulu être transparent, surtout, avec nos équipes, avec nos investisseurs, avec nous-mêmes. Donc maintenant, c'est l'étape d'après, c'est avec nos clients et toutes les personnes qui nous entourent. Parce que être une boîte publique, il faut avoir la confiance des gens. Donc on va faire en sorte qu'ils aient confiance en nous.